je suis allée toquer à des portes un peu comme ça, à refaire des déjeuners ou des after-work de cette façon, en jauge un peu limitée. Et c'est là en fait qu'on m'a donné l'idée en me disant ouais, ce serait bien, moi je trouve ça pas mal, ce que tu expliques ça a l'air hyper simple pour toi, pourquoi tu ferais pas ça typiquement en postant des choses sur les réseaux sociaux. Il faut un moment à un autre pour rester à la page, parce que faut pas oublier, hein, moi je fais mes clients c'est des entrepreneurs, donc j'ai déjà des clients, mais après tu as des nouveaux clients qui eux vont être plus jeunes, donc eux ont des outils un peu différents. Donc ils vont utiliser TikTok, écouter des podcasts. Enfin, toi, si t'es pas là, comment tu fais ? Enchanté Estelle, je suis très content de t'avoir. Louis, je suis très contente aussi que tu me reçois sur ton podcast. Non. Ouais, émission podcast, chaîne YouTube. Il y a de tout. On est sur tous les types de plateformes. Donc si vous préférez écouter et arrêter de nous regarder, vous allez sur toutes les Spotify. Mais c'est trop bien d'avoir deux formats. Moi, je trouve ça vachement. Moi, j'aime bien chouette, regarder, hein. mais tout le monde n'aime pas plus que ça. Donc, en fait, ça prend. Et on en parlera peut-être très peu de temps, une fois qu'on a fait le vidéo et qu'on a l'audio, de le mettre sur des plateformes de streaming. Donc, ouais. Et ça marche plus sur streaming que sur YouTube, actuellement. C'est juste que ça se voit pas. Mais en réalité, on a plus d'auditeurs sur les streamings très vite qui se sont mis. Je pense que c'est très apprécié des avocats, et puis je pense que tu le sais non, mais mieux que moi. C'est le fait d'être dans les transports et t'écoutes le petit podcast de Louis, tu vois. Ça prend. Ils sont un peu longs, j'essaie de réduire, mais dites-moi d'ailleurs, hein, si, pour ceux qui écoutent, le format s'il vous plaît, on commence à en avoir pas mal. Et je suis très content, Estelle, de t'avoir. T'es passé dans pas mal de podcasts, t'as ton propre podcast, donc t'es bien connu pour le coup des avocats. Je pense que t'en sais énormément et ça se voit dans ta manière de communiquer et aussi de transmettre comment développer un cabinet d'avocats aujourd'hui. Tu es très moderne, tu as un grand passé. Alors, j'ai pris quelques notes. J'ai un grand passé. Un grand passé d'avocate. Ça veut dire que je suis très vieille aussi. Non, mais tu as des beaux noms de cabinets. Ça se voit que tu as été partout. J'avais écouté ton podcast avec Audrey Chemouli. Tu as voyagé pas mal. Alors, l'idée, c'est que tu nous en parles aussi un petit peu, que tu te représentes, même si beaucoup te connaissent. Et puis voilà, je vais déjà te laisser te présenter. Puis après, j'ai plein de questions de toute manière. Ok, merci beaucoup Louis. En fait, donc moi je suis Estelle, je suis avocate en droit des affaires, droit des sociétés. Et comme l'a dit Louis, en fait j'ai eu pas mal bourlingué. C'est un peu bizarre de le dire comme ça quand on est avocat. Mais j'étais d'abord collaboratrice pendant 6 ans. Et après j'en ai eu marre des cabinets d'avocats. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté la profession. Et je suis partie dans une ETI, donc dans une boîte en ingénierie du bâtiment, pendant 5-6 ans jusqu'à ce qu'elle ferme, donc en licenciement économique, tout ce qui va bien. Et après, derrière, ce qui s'est passé, c'est que je voulais repasser côté avocature. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancée à mon compte. Et je le raconte toujours, ce qui est marrant, c'est que je l'ai fait, c'est marrant, entre guillemets, je l'ai fait au moment en fait du Covid, sans évidemment le savoir. Donc ça, c'est un peu... alors ce qui a aussi en fait un peu conditionné, je pense, aujourd'hui ma pratique, parce que en fait, quand tu te lances au moment du Covid, tu peux pas networker comme ce qu'on pourrait faire actuellement. Voilà, t'es entre 4 murs, donc il faut trouver d'autres moyens. Pour pérenniser un peu la chose, et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai une pratique et même en termes de développement ça se ressent beaucoup, je pense, et ça a beaucoup joué en termes d'incidence sur la partie développement commercial de mon cabinet. Voilà. Donc tu as bien poussé sur le digital, du coup, tu n'as pas trop le choix en fait tu as esquivé les déjeuners. Alors, à force, évidemment, je ne pouvais qu'esquiver les déjeuners. J'ai fait comme tout le monde, en fait. Tu sais, j'ai suivi des webinars. En plus, moi, en gros, j'ai reçu mon numéro CIAN, mais la semaine où est-ce qu'on expliquait que les écoles allaient fermer. Donc, en plus, j'avais un petit, à l'époque, qui était vraiment très petit, donc avec des enfants en bas âge, en confinement, donc c'était hyper, un peu compliqué. Moi, j'ai fait mon site internet toute seule. Ouais. C'est très bien en plus. Ouais, alors en fait, maintenant que tu en parles, c'est intéressant parce que ça permet quand même de closer. En fait, moi, j'ai une cliente qui est venue me voir il y a 2-3 semaines. Elle m'a dit, elle a pris rendez-vous un peu comme ça sur une de mes offres. Et puis, elle m'a dit, en fait, c'est très clair. C'est fait pour moi. C'est pas trop compliqué. On comprend.
c'est le sujet, tu vois, Ouais. c'est la vitrine, mais ça te permet aussi de closer si typiquement tu travailles bien Et le elle contenu. t'avait découvert Voilà. comment? En amont? Sur LinkedIn ou tu sais pas? Non, alors elle, c'est une recommandation donc Ok. d'une conseillère en gestion de patrimoine. Ok. Donc voilà, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Hmm. Donc il y a aussi la façon dont on s'entoure. Ouais, Donc bien sûr. je pense qu'on va peut-être On en va en parler tout à parler, l'heure. carrément. Ouais. Donc tu t'es lancé pendant le Covid. Ouais. Tu as développé pas mal via LinkedIn à ce moment-là ou tu as lancé le câble Non. en même temps que le Covid, si je ne me trompe pas? Ouais. Et tu as commencé à... Comment tu as fait pour aller chercher tes premiers clients justement? Ouais. Alors ce que j'ai fait, j'ai pas forcément, on va dire, j'ai eu un petit moment un peu de réflexion quand même. Hein. Je peux pas dire, c'était le Covid. Allez, c'est bon, on y va, Estelle, sur les réseaux sociaux. C'était pas du tout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, parce que ça a duré 3 mois, donc si je dois résumer, et après, j'ai recommencé un peu à faire des événements, tu sais, c'était en jauge un peu minimale. Donc, en gros, voilà, je suis allée dans des réseaux, parce que moi, je suis un peu entrepreneuriat féminin, je suis un peu, c'est un peu l'étiquette que j'ai. Et je vais en parler justement, Ouais. j'avais des questions là-dessus. Ouais, et en gros, je suis allée toquer à des portes un peu comme ça, à faire des déjeuners ou des after-work de cette façon, en jauge un peu limitée. Et c'est là, en fait, qu'on m'a donné l'idée en me disant ouais, ce serait bien, moi je trouve ça pas mal, ce que tu expliques, ça a l'air hyper simple pour toi. Pourquoi tu ferais pas ça typiquement en postant des choses sur les réseaux sociaux? Et en l'occurrence, moi au début, j'étais pas sur LinkedIn, j'étais d'abord sur Instagram. Ok. Donc ce qui est quand même différent parce que je m'étais dit à l'époque. C'est dur Instagram. Alors à l'époque, c'était pas aussi difficile parce que là, on parle de 2020, tu vois. Donc l'algorithme était différent parce qu'il y a aussi cette problématique quand tu es sur les réseaux sociaux d'être un peu tributaire de l'algo. À l'époque, c'était différent et surtout, il n'y avait pas d'avocat. Ah ok, ça n'existait pas. Donc, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'avocat sur les réseaux sociaux. Donc, et comme ma cible, parce que je voulais travailler pour des femmes entrepreneurs, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, comme elles sont toutes là-bas et qu'elles ont des comptes Insta très gros et en fait, elles postent plein de choses, c'est-à-dire que, et beaucoup, en fait, elles n'ont pas de CM. Souvent, elles aiment bien garder quand même la main, en fait, sur leur compte, qui est un peu lifestyle, quelquefois. Voilà, en fait, elles aiment bien faire ça. Donc, et je me suis dit, comme elles sont souvent là-bas, pourquoi pas? Donc, tu visais un peu, du coup, des entrepreneuses, mais qui... publier du coup à fond sur le réseau, donc plutôt des personnes des créatrices de contenu ou ce genre de choses. C'est ça. Et en fait, je me suis retrouvée assez rapidement. J'ai eu des clients, tu vois. Donc en fait, c'est venu vite. C'est devenu vite. Et surtout, c'était beaucoup d'infopreneurs. Infopreneuses. Et en fait, oui, et bien sûr, ouais, j'ai eu, en fait, en me contactant en MP et tout. Et en fait, moi, c'est très bizarre. Aujourd'hui, quand les gens me demandent, tu postes aux dents, est-ce que ça marche? Tu vois, cette question. En fait, moi, je trouve ça assez bizarre qu'on me pose cette question. Parce qu'en fait, très vite, pour moi, ça a marché. Et que les gens, typiquement, les avocats... Si ça marcherait pas, ça m'étonnerait que tu aurais continué de faire. Non, alors, faut pas s'attendre à des résultats tout de suite. Et puis, tu vois, je le dis tout le temps. Voilà, toi qui es dans le market, tu vois bien qu'il y a aussi des sujets de comment tu vas t'adresser en fait à ta cible, comment tu travailles ton copywriting, est-ce que tu as bien défini ton positionnement? Parce qu'en fait, si tu parles à tout le monde, en fait, en réalité, tu parles à personne. C'est ce qu'on te dit tout le temps dans le marketing. Donc, voilà. Et je pense que moi, ce que j'écrivais, c'était particulièrement adapté. Donc, il y a aussi ce truc de se dire... Est-ce qu'à un moment ou à un autre, je m'adresse dans ma manière donc, de rédiger mes posts, faire tes carousels, tes infographies, est-ce que ça va parler en fait à ta cible pour que derrière ils deviennent tes prospects et puis après encore plus loin tes clients? Et du coup, j'en profite parce que tu parles un peu de positionnement. Toi, comment tu as décidé ton positionnement? Est-ce que parce que tu avais envie d'accompagner plutôt des femmes quand même au fond de toi ou alors c'est quand même enfin j'imagine que c'est le cas, mais c'est un peu pour te faire parler de ça, c'est est-ce que tu voulais chercher plutôt à accompagner des entrepreneuses parce que tu trouvais que justement elles avaient besoin d'accompagnement et tu penses qu'elles avaient besoin plutôt d'être accompagnées par une avocate féminine ou alors qu'au moins quelqu'un qui s'adapte à eux, ou c'était plus un positionnement en communication? Et si demain, moi, Louis Gaillot, donc je suis un mec, je t'appelais je voyais sur ton site internet, je te contactais, est-ce que tu disais excuse-moi, je te renvoie vers un confrère? Non, du tout. Je prends les hommes comme clients, il n'y a aucun problème. Donc, mais c'est juste que moi, en termes d'envie, parce que je pense que c'est aussi lié en fait à mon parcours. En fait, comme moi, je fais, en gros, je fais de la restructuration.
Tu vois, j'ai fait tout ce qui est FUSAC sur des boîtes, en fait, voilà, un peu, en gros, dans des très grandes PME et tout. Et en fait, c'était toujours des hommes. Ouais. Après, je suis passée en entreprise et j'étais codir, proche codir, et en fait, il n'y avait que des hommes. Et pareil, j'ai fait du distressed M&A, donc qui est quand même un peu particulier, les obligations de restructuration dans les groupes, parce que la dette bancaire est trop importante. Et comme moi, j'avais clairement jamais travaillé pour des femmes, moi, je voulais travailler pour des femmes, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir chez les femmes, la question du juridique ou bien les chiffres, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout utilisé pour elles. Et surtout, l'entrepreneuriat féminin, c'est ce qu'on appelle, à mon sens, un peu comme une espèce de niche fertile, parce que c'est que le début. Et ok, certes, il y a que, je crois que j'avais lu une stat, tu sais, c'est 30% de créateurs d'entreprises sont des femmes. Donc, en gros, ce que tu fais, c'est quand tu trouves ta niche, c'est qu'en fait, il faut aller de plus en plus, tu sais, de manière de plus en plus précise pour trouver ton positionnement. Moi, ça partait d'une envie parce que, tu vois, j'ai aidé des hommes à lever des fonds, tu vois, j'ai fait de la restructuration, racheter des boîtes. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais bien aussi me dédier, moi, en fait, aux femmes qui, en fait, essayent un peu de s'emparer aussi de ces outils, parce qu'en fait, le juridique, c'est un outil. T'es bien d'accord ? C'est beaucoup plus naturel, bizarrement, pour les hommes de faire appel à leurs potes avocats. Mais c'est moins vrai chez des entrepreneurs avec un E, tu vois. Donc moi, voilà, donc c'est une envie perso, mais je pense que c'est pas déconnant en termes de cible, positionnement. Non, mais du coup, c'est vrai que je pense que on n'a pas l'habitude de voir ça. Moi, je trouve ça bien parce qu'en vrai. On n'a pas l'habitude de voir ça. Non, mais du coup, de se dire. Moi, pour te dire, je voyais ça et je me disais, putain, et moi, tu vois, je suis pas très. J'aime pas trop quand je suis dans un groupe de mecs, alors même que je suis un mec, et que t'as des mecs qui parlent trop fort et machin et trucs. Et du coup, je me dis, putain, finalement, j'aurais limite préféré avoir quelqu'un comme toi qui pousse un peu justement par rapport à. Enfin, tu vois, il y a un côté viril, machin, moi, c'est pas mon truc. Et du coup. Limite, je me disais, putain, moi j'aimerais bien être une meuf et pouvoir appeler Estelle, mais je me disais qu'à mon avis, c'était le cas, tu vois. Non, mais si vous êtes un mec et que vous écoutez le podcast, que vous avez une problématique juridique, moi, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas envie d'avoir l'avocat, en fait, j'avais pas envie d'avoir l'avocat qu'on aurait vu dans Suits, tu vois. Alors, j'ai pas regardé Suits, mais j'imagine que c'est des mecs qui ont une grande gueule, et c'est pas forcément ce que je cherchais. Je cherchais quelqu'un qui m'écoutait, comprenait mon problème, et donc, j'avais envie d'avoir quelqu'un à l'écoute. Et actuellement, d'ailleurs, c'est un mec, mon avocat. Aujourd'hui, et il est comme ça, il prend le temps d'écouter, et en fait je voulais surtout avoir quelqu'un où il n'y avait pas d'ego qui rentrait dans la relation d'accompagnement, mais vraiment de l'écoute et du partage. Et donc je trouvais que c'était moi je trouve que ton positionnement il est intelligent, dans le sens où toi tu as envie d'accompagner plutôt ces personnes-là, ça t'empêche pas d'aller voir les autres, et en même temps tu as aussi tout ce côté-là, comme tu dis, il y a une suite logique qui va arriver, et il y a de plus en plus de femmes qui développent leur boîte et tout, et c'est génial. Et je pense que, moi je trouve ça pas bête, et tu étais finalement assez en avance là-dessus, j'ai l'impression, à ce moment-là. Alors, je peux pas dire que j'étais hyper en avance, parce qu'il y a quelques consorts en fait qui sont aussi sur un peu ce même trend, tu vois. Après, je dis pas que je suis meilleure que d'autres. T'as d'autres sujets aussi, parce que alors tu vois, c'est marrant parce que je rebondis un peu sur ce que tu as dit, je veux de l'écoute. Le problème, c'est que moi, en allant dans networker, parce que tu vois, le confinement c'était 3 mois, c'est vrai que la première chose qu'on m'expliquait quand même, c'est que si la personne en face de moi, donc des gens qui n'étaient pas avocats, en fait, s'ils avaient eu affaire à un avocat, la première chose qu'ils m'expliquaient, c'est qu'ils ne comprenaient rien en réunion. Tu vois, il n'y a pas l'écoute, ce que tu viens de dire, de cette espèce d'incompréhension, alors qu'en fait, tu as un avocat qui a facturé. Donc, ce qui est quand même problématique. C'est clair. Moi, je considère qu'il y a un sujet de quand même... Les gens te payent, normalement, tu dois faire l'effort d'essayer de rendre les choses claires. Exactement. Sinon, en fait, déjà, tu vois, sur la question de marketing, le art, la question de la fidélisation... non, moi je suis pas pour, tu vois, ce truc de bon, en fait je suis expert et donc je dois que être sur une position un peu, je suis un très très grand expert, tu sais, c'est d'être un peu à la même hauteur. Donc voilà, moi je sais pas, est-ce que je suis pas la première, vraiment, puis, non, mais il y a beaucoup de mouvements aidés au réseau, notamment à Copser, j'ai oublié les noms de réseaux féminins, un peu comme ça, bien sûr. Mais de personnes qui se positionnaient que sur
le sexe ou une religion ou ce genre de choses. Je trouve qu'il y en avait moins, mais je trouve pas ça déconnant. Je trouve ça au contraire, ça peut être rassurant pour certains qui n'ont pas envie de se retrouver avec des mauvaises expériences. Quoi. Ouais, mais là, c'est la question, tu sais, de ton positionnement. Je pense qu'aussi, sans doute, certains doivent voir ma créa de contenu et je dois peut-être perdre des clients. Ah oui, mais de toute façon, c'est un choix que tu as fait depuis le début. Exactement. Donc, il y a aussi cette question de choix que tu vas faire. Est-ce que tu es prêt à laisser de côté une partie de potentiels clients? Parce qu'en fait, moi, je considère qu'à partir de ce que tu as fait ce choix, tu peux pas dire c'est sûr, j'ai perdu X euros de chiffre d'affaires. C'est pas l'idée. C'est de se dire. Puis par ailleurs, je travaille aussi pour des hommes, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a des recommandations aussi de confrères, de consoeurs. Le digital étant une des manières, un des canaux d'acquisition en fait, que j'ai aujourd'hui pour le cabinet, mais pas le seul. Mais ce qui me rend aussi, on va dire, confortable, parce que actuellement les temps sont durs et si tu as typiquement des recommandations de confrères, voilà, tu peux te dire peut-être que le confrère il va plutôt garder aujourd'hui ses dossiers. Enfin, bien sûr. Il y a aussi ces sujets, tu es moins dépendant d'un canal. En fait, il ne faut jamais mettre les œufs dans le même panier. Quoi. Ah bah non, il ne faut pas. Donc, c'est clair. Voilà. Et du coup, donc on retourne sur, parce que du coup je t'ai coupé là-dessus, mais donc tu commençais à rentrer dans des réseaux, etc. Tu te mets sur ce positionnement-là. Et qu'est-ce que tu mets en place du coup dans un premier temps pour justement aller commencer à avoir tes premiers clients en tant qu'individuel? En fait, de manière assez simple, j'ai fait des posts, tu vois. Okay. Enfin, en fait, tu te dis, ok, je dois prospecter. Donc, comment tu fais? Donc, j'ai les réseaux sociaux. Donc, tu regardes comment tu peux faire. Donc, et je voyais, en traînant un peu sur les réseaux sociaux, les carousels marchent bien. Et c'est vrai que les carousels, en fait, à l'époque, ça marchait hyper bien. Tu avais un taux d'engagement très fort parce que c'était... Là, tu parles d'Instagram ou LinkedIn? Insta. Insta. Ouais, tout à fait. Insta. Et pour le coup, oui, moi, j'ai très vite, en fait, eu des clients comme ça. Donc, en outil, qu'est-ce que j'utilisais? Parce que je faisais ça seule. En fait, j'ai Canva. Donc, Canva, aujourd'hui, qui est quand même extraordinaire comme outil parce que quand tu es indépendant, tu vas payer 150 € à l'année, en fait, pour la version pro. Donc, tu as vraiment tout. Aujourd'hui, en fait, à l'époque, il n'y avait pas ça, mais aujourd'hui, tu peux même te filmer, faire des slides, en fait, uploader tout ce que tu as fait. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire, en fait. C'est super bien foutu, sur les modèles, sur le modèle SaaS, moi, c'est un des outils dans lequel j'ai très vite, en fait, investi. Donc voilà, et en fait, typiquement, faire des carousels, en fait, ça se prête très très bien pour la profession juridique. T'expliques une notion, pas à pas. Voilà, parce que ce qu'on vend, c'est pas sexy, Louis, pardon, mais c'est pas du tout sexy. Tu vois, tu te dis pas demain... tu sais, quand je vends des sites internet et que je fais un carrousel, je me dis, imagine bien qu'il n'y a pas grand monde qui va faire génial, un nouveau carrousel de Louis. Tu vois, c'est pas Léna Situation, tu vois, c'est pas la même chose. Donc, ce que tu vends n'est pas sexy, donc comment tu peux le rendre sexy? Donc, et surtout simple de compréhension et de faire en sorte que la personne qui le lit comprenne qu'il est un point de douleur, tu vois, pour qu'il se dise « Ah, c'est vrai, c'est pas bête ce qu'elle dit. Techniquement, je pense que je devrais avoir besoin d'elle. » Et je pense que je suis assez forte, en fait, pour faire ça. Pour leur faire comprendre qu'effectivement, il y a un besoin. Derrière, tu as sans doute besoin de venir voir un avocat. Et ça, c'est un peu tout un travail. Mais je ne peux pas te dire que c'est en faisant 2 posts que ça marche. Parce qu'il y a aussi la question de la répétition. De faire connaître. La notoriété, d'avoir une audience qui se développe. Enfin, il faut se rendre compte que c'est pas... Surtout que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui le font. Donc, la concurrence augmente dans un sens. Tout à fait. Après, si ça peut rassurer certains qui, je pense, peuvent bien se débrouiller, il y a toujours moyen de se démarquer. Et il y a beaucoup de gens qui le font pas forcément très bien en termes de communication. Je tape sur personne, mais je le vois tous les jours. On veut des noms, Louis. Je dirais pas de nom, mais du coup, si vous êtes sur... et puis, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'avocats qui parlent à leurs confrères plutôt que de parler à leur cible. Et en fait, si de toute manière, vous avez un positionnement un peu plus niché que les autres, si vous commencez à communiquer, vous serez forcément innovant par rapport à vos concurrents en règle générale, s'il y en a. Parce que très peu le font de manière assez nichée. Après, quand c'est trop niché, aller communiquer sur LinkedIn, je ne sais jamais si c'est vraiment une très bonne idée, mais quoique. Enfin, ça, c'est... Je sais pas forcément toujours. Ça dépend de la niche, ça dépend de la personne, ça dépend de la cible, quoi.
Non, alors moi, quelquefois, tu sais, parce que je suis un peu estampillée, tu vois, les femmes entrepreneurs. C'est une grande niche, les femmes entrepreneurs. Voilà. En fait, c'est le sujet aussi de se dire, est-ce que c'est pas trop large? Et en fait, quelquefois, je trouve que ma cible est sans doute un peu trop large. Donc, après, il faut un peu, tu sais, un peu comme les startups. En fait, il faut un peu décider aussi de pivoter à un moment. Tu vas pas continuer. Alors, moi, du coup, je mesure quand même. Par exemple, si je poste certaines choses et je me dis, OK, c'est bon comme ça. En fait, il y a quand même, parce que tu m'as demandé qu'est-ce que je mettais en place aussi par rapport à ça. Typiquement, moi, je suis quelqu'un, je traque tout le temps que je vais passer. Donc aujourd'hui, là, Louis, tu m'as invité sur ta chaîne YouTube / 1h30. Voilà, 1h30. En fait, ce que je vais rentrer chez moi, j'ai un toggle, j'ai un tracker de temps. Donc je sais typiquement que je vais passer 1h30 à faire du BD, parce que c'est aussi du BD. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, j'ai aussi une clientèle d'avocats. Il y a des avocats qui, en fait, font appel à mes services, donc ce qui est quand même intéressant. Tu parles de tes services d'avocat, là? Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je sais que ça va être du BD. Et je mets des tags. Donc, typiquement, je sais toujours d'où me vient le dossier. La personne qui me contacte, je sais toujours qui m'a recommandé. Comme ça, au moins... Tu vois ce qui marche et bah ce qui oui, marche pas. parce que mais si ça, tu... c'est le plus important, en fait, ça, dans un c'est sens. le truc, mais tu vas... Sinon, tu travailles un peu dans le vent, tu sais jamais si ça peut marcher ou pas. Par ailleurs, après, je pense qu'après, il faut faire attention. Typiquement, sur le podcast, ça prend vachement plus de temps. Moi, j'ai eu mon premier client via le podcast après 8 mois. Ouais, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, tu as un podcast. Il y en a certains qui ne le sauront pas. Ouais. On va en parler aussi. Mais du coup, toi, tu traques. Moi, petit conseil pour ceux qui ne font rien. Si déjà vous avez un formulaire de contact, une question, d'où venez-vous? C'est déjà la première phase de tracking. Toi, tu demandes aux gens directement ou... En fait, dès que je fais pas de consultation gratuite, voilà, moi, en fait, tout est payant. Parce que je considère que, tu vois, en fait, le contenu que je délivre, c'est déjà suffisamment de gratuit. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris le parti de ne pas faire d'appel découverte. Et en gros, quand tu viens me voir, tu sais pourquoi tu viens me voir. Surtout qu'aujourd'hui, je suis même en train de retravailler mes offres. Ouais, il y a déjà qu'elles sont claires. Donc, tu sais pourquoi tu payes en règle générale. Voilà. Et en général, tu sais pourquoi tu viens me voir, ce que je peux te vendre. Et si tu viens, tu es déjà convaincu normalement de mes services et que je suis top of mind parce que j'ai tel sujet. Je vais revoir mon statut juridique / social / fiscal. Donc parce que je suis freelance. Donc tu vois, ça c'est une de mes offres que j'ai mis en place parce que je sais que c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Voilà, et aussi retravailler le pricing et tout. Donc ça, moi ça me semble un peu logique de ne pas faire un premier rendez-vous gratuit. Ça filtre, tu gagnes du temps. Ouais, je filtre, mais tu vois, c'est pour ça que souvent les gens me disent, mais en fait, il faut toujours prendre les choses de manière un peu globale. C'est jamais micro, juste la création de contenu. Tu vois, ton développement commercial va conditionner aussi en fait à comment tu vas fonctionner typiquement sur tes offres. Moi, je le vois beaucoup comme ça, et c'est vrai que en plus j'ai un système, tu sais, pour te dire, c'est des consultations prépayées. Donc, ça veut dire que les gens me payent d'abord. Et ensuite, tu les vois. Ouais. Donc, c'est quand même... c'est qu'ils sont engagés. Ça veut dire que Exactement. Ça veut dire que les personnes valident ton travail, donc ils sont souvent dans la même dynamique. Mais par contre, c'est pas du tout du one-shot en règle générale. Est-ce que tu as réussi à garder ces personnes-là? Qu'est-ce que tu mets en place pour les garder? Est-ce que si, parce que... Alors ça, par contre, je suis assez mauvaise, j'avoue. Ma prochaine étape, c'est quand même, tu vois... Faire de la rétention, quoi, à fond. Ouais, parce que derrière, il faut faire... tu vois, déjà, autant je suis assez bonne sur le développement, prospection. Donc, en revanche, effectivement, la rétention, donc après, l'idée, c'est peut-être me construire en fait sur un espace Notion, un CRM, tu vois, adapté. T'as pas de CRM aujourd'hui? Non, aujourd'hui, j'ai pas de CRM, donc ce qui est quand même un peu nul. Du coup, quand tu étiquettes tes clients, tu les étiquettes sur quoi? Tu avais une base de données quand même, un Excel où tu... Non, j'en ai pas besoin en fait. Ouais, tu les gardes. Ok. C'est toi qui le sais, mais tu mets pas dans un coin, il n'y a pas une base de données. Non, mais alors que je pense que tu vois, pour faire effectivement de la rétention, un CRM, ça serait nécessaire parce que souvent, c'est des gens qui viennent me voir. En fait, ils ont un moment, ils ont une consultation, admettons, je sais pas moi, un projet de levée. Et peut-être derrière, tu peux pas tout garder dans ta tête, surtout quand tu es indépendant. Moi, je travaille seule. Et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un CRM
de se dire, bon, c'est clair. voilà, telle ou telle personne, elle m'a contacté à telle date, peut-être que dans 2 mois, parce que sur un process de levée, ça nécessite X semaines en général. Donc voilà, donc après, c'est pour ça que, enfin, peut-être c'est aussi mon tempérament, c'est aussi de réfléchir, de me poser des questions sur comment est-ce que ça fonctionne bien sur le cabinet, comment je peux améliorer en termes de process. Voilà. Des fois c'est tout con, mais c'est de renvoyer un truc tous les 6 mois, comment ça va, que ça se passe Exactement, bien. tout à fait. Et puis un mail un peu tout fait, mais au moins où tu prends des nouvelles. Tout à fait, ouais. Et oui, alors voilà, c'est pour ça que c'est sur cette question de rétention. Après, quelquefois, parce que c'est vraiment du one shot, parce qu'on te demande un contrat, tu vois, des conditions générales de vente. Tu peux essayer de leur vendre autre chose derrière, mais ouais. Après, je peux pas dire que je suis pas en termes de lead, je suis pas non plus à la rue, tu vois. Non, mais très bonne acquise, mais c'est vrai que si tu veux pour un jour réduire c'est ça. Réduire ton coût d'acquisition sur, tu vois, en primo, en rentrant en termes de clients, en fait, derrière, c'est la rétention qui sur laquelle. Après, tu es quand même devenu, j'imagine, pour certains, la personne de référence quand elle a besoin. Donc, dans un sens, tu es déjà dans de la rétention. C'est juste que peut-être que certains, tu peux les pousser un peu plus. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, parce que moi, je trouve que quand j'en discute avec des avocats, tu sais, ils ont toujours peur de se faire voler le client. Et en fait, moi, j'y crois pas trop à ce truc. Je pense que les gens, ils y pensent même pas. Ils se disent, ça y est, maintenant j'ai mon avocat. Et c'est ça. En fait, ça, c'est une fausse croyance que nous, on a beaucoup dans l'avocature. Parce que je sais pas pourquoi, il y a une espèce de fausse croyance de se dire, de toute façon, c'est hyper dur de trouver du client. Le client, il va partir. C'est archi concurrentiel. Il va aller voir l'autre. Et en fait, non, parce que moi, souvent, quand j'en discute avec les confrères et les consoeurs, je trouve que quand même, c'est beaucoup oublié que la profession d'avocat, quand même, il y a un truc qui est archi cool. Tu vois, tu as le secret professionnel, notre obligation de confidentialité. Donc, tu as un intuitu personnel qui est quand même très fort. Parce que tu vas chez ton avocat pour tout lui raconter. Tu vas, moi, dans ma matière, ça va être les chiffres, combien elle fait en chiffre d'affaires. Tu vois, il y a quand même des secrets de business quand même qui sont assez forts. Moi, je suis pas sûre que les gens, ils aient envie, en fait, de partir aussi facilement que ça. Non. Et puis, je pense qu'en plus, avec ton positionnement, la différence de certains qu'on n'auront pas ou qui sont moins impactants, tu vois, ton positionnement, il est quand même fort, je trouve. Et bien, à mon avis, les gens, ils sont assez fiers de t'avoir un avocat, tu sais. Ils se disent, moi, mon avocate, elle est engagée non mais dans un sens, tu vois. Moi, pour moi, je le vois comme ça, c'est une forme d'engagement. Et du coup, les personnes doivent se dire, ouais, moi je suis fier d'avoir Estelle en avocate, c'est mon avocate. Et du coup, peut-être que effectivement, si le gars il envoie vite fait les contrats et que il n'y a pas le côté marketing, tu vois, tu as un podcast, etc. Ça, c'est des choses qui font de toi quand même, qui te donnent de la valeur, même si finalement ce que tu leur donnes, ça a peut-être la même valeur que ce qu'a produit un autre confrère. Puisque vous avez produit un peu la même chose, il y a quand même le côté derrière en disant, regarde, mon avocate, moi, elle cartonne sur LinkedIn. C'est con, mais c'est sans doute vrai, quoi. Non, et puis alors c'est vrai, c'est pas tant le fait que je cartonne, mais en compréhension, tu vois, du client, c'est un peu différent parce que tu te doutes bien, après c'est aussi une de mes passions. En gros, si tu veux, pourquoi il y a ce positionnement, et parce que comme j'ai envie d'aider les femmes, derrière ce que je fais aussi, c'est que tu les mets en relation en plus, j'imagine. Je les mets en relation, et surtout ce qui se passe, c'est que je regarde aussi ce qui se passe pour elles, quelquefois, parce que c'est du juridique, quand tu es entrepreneur, il y a plein de choses qui se passent. En fait, il n'y a pas que la partie pro, la partie perso, surtout quand tu es une femme, il y a énormément d'impact, tu vois. Voilà, moi je trouve qu'en termes de traitement, il y a quand même, en termes de choix, typiquement quand tu vas donner, ça c'est bon, après ça on est hors marketing, mais si typiquement moi je m'adresse aujourd'hui à des femmes, je vais leur donner 2 options sur des choix, peut-être qu'elles vont pas choisir, tu vois, option A qui était l'option A la plus choisie en fait si c'était un homme. Parce que un exemple, l'optimisation financière. Quelquefois, les hommes, c'est du style, sur la question du statut, choisir son statut, je vais payer le moins de charges possible. Les femmes, c'est pas ce qui les intéresse. Tu vois, typiquement, en termes de traitement, et moi, je le vois, avant tout, c'est d'abord bien se protéger. Tu vois, c'est pas, OK, on optimise, mais parce que elles sont plus averses au risque, que ce soit à titre pro ou perso.
Donc, elles préfèrent quelquefois payer plus et ne pas, et pas payer moins. Ouais. Tu vois, donc, c'est pour ça que après moi je l'ai appris aussi au fur et à mesure en étant au contact donc tu vois, des clients, de ta cible, en allant puis en fait si tu veux bien communiquer, faut aller les voir, faut pas rester tout le temps entre avocats. Enfin moi je considère c'est pas que ça sert à rien parce que ils sont quand même, les confrères sont quand même très bons apporteurs d'affaires, mais si tu veux te dédier à une cible en particulier, tu dois aller les voir pour discuter avec eux, sinon tu ne pourrais, enfin tu ne peux pas bien communiquer sinon. Ouais. Mais ça, c'est un truc de personnes d'avocats qui ont un positionnement original. Là, on va faire un podcast avec un associé de chez Orwell, William Ork. Ouais. Et lui, pareil, il me disait, nous, on n'a pas trop de confrères qui nous connaissent. Mais par contre, on est hyper connus dans le Web3 et les machins. Et donc, c'est un cabinet qui est que sur la crypto Web3. Et donc, ça, en règle générale, c'est génial. Oui. Mais du coup, ils sont moins de confrères qui leur envoient des dossiers, alors que c'est les plus à même de prendre en charge des dossiers compliqués. Ou comme toi, tu vois... quelqu'un qui voit une entrepreneuse, toi tu dis entrepreneur avec un E, enfin tu dis entrepreneur quoi. Moi je dis un peu les deux. Ouais, en fait, entrepreneuse et j'aurais tendance à me dire je vais l'envoyer tout de suite vers Estelle, c'est logique. Et donc c'est vrai que si toi tu as déjà un réseau, tu as d'autres réseaux de prescripteurs à part, tu m'as parlé d'un expert comptable. Ouais, tout à fait. Alors déjà prescripteur, ouais, j'en ai plusieurs parce que moi alors ce que j'aimerais faire aujourd'hui, tu vois, en 2024, déjà j'ai relancé le podcast parce que j'ai fait une petite pause aussi à un moment. J'aimerais bien que le podcast devienne tu vois, un podcast de référence. Okay. Vraiment, ça c'est un peu mon ambition. Du coup, je me fais accompagner par une consultante en strat sur le podcast pour le pousser. Et à côté, oui, j'ai un bon réseau et je l'ai connu aussi grâce aux réseaux sociaux parce que des gens, soit je me suis liée d'amitié via les réseaux sociaux. Donc typiquement, j'ai des experts comptables dans mon entourage parce que c'est qui fait sens en fait par rapport à ma pratique. Oui, c'est clair. Voilà. Souvent avocat d'affaires, expert comptable, il y a exactement. On s'aime bien. Exactement. Ensuite, après, tu as aussi tous ceux qui sont gestionnaires de patrimoine. Donc là, j'en ai une ou deux, pareil, qui m'ont bien identifiée et régulièrement, elles m'apportent des affaires. Et puis après, les confrères, les consoeurs. Ok. Ça, ouais. Et c'est via le podcast que tu les as rencontrés aussi ? Est-ce que le podcast t'a apporté justement pas mal de prescripteurs ou Alors j'ai eu des clients, mais prescripteurs. Alors tu vois, je peux pas te dire, et c'est vrai que alors c'est pas que je peux pas te dire, parce que comme je poste aussi tu sais beaucoup. Pas forcément, pour le coup. Ouais. Les prescripteurs, tu peux pas forcément savoir. Voilà, parce que prescripteur, c'est assez compliqué. Vous demandez, mais bon, tu penses pas. Enfin, moi, je réponserais même pas, tu vois. Je me dirais pas, tu m'as connu comment je me demande à mes clients, mais j'ai pas le réflexe de demander à des prescripteurs. Exactement. Ouais. Moi, souvent, des prescripteurs, par ailleurs, pour te dire, c'est même des gens que je ne connais pas. C'est juste qu'ils m'ont vu et qui m'ont identifié. Donc, voilà. Et puis, en fait, moi, c'est un peu le sujet. Donc, voilà. Et puis, je suis aussi avocate partenaire d'un autre cabinet d'avocats, tu vois, les JCOP. Eux, ils font de l'ESS. Okay. Donc, tout ce qui est... je sais pas. Ils sont très bien. Moi, c'est vraiment des confrères que j'aime beaucoup. Tu vois, ils sont en scope, ils sont en coopérative et ils font tout ce qui est économie sociale et solidaire. Donc, qui est un peu... moi, je trouve... C'est aussi, en fait, un domaine que je trouve assez intéressant. Ouais, c'est clair. Voilà. Ok. Et pour reparler un peu de ton podcast, parce qu'on en parlait juste en off tout à l'heure, toi, tu as lancé... donc déjà, tu as lancé la chose parce que tu aimes ça, j'imagine. Ouais. Mais comment tu t'organises ? Oui. Alors, il n'y a pas comment que ça. Tu t'organises ? Quel outil tu utilises ? Combien de temps ça te prend ? Est-ce que tu peux en parler ? Oui. Alors, la genèse, c'est pareil. Donc, en fait, c'était une demande, tu vois, en allant networker, ce genre de choses. En fait, on m'a très vite dit... on se posait des questions, mais en fait, ça serait vachement bien s'il pouvait y avoir quelqu'un dans le juridique, faire des épisodes en fait assez courts sur une question précise en particulier. Et en fait, on écoute, ça nous prend 10-15 minutes. Okay. Et après, on a un début de réponse et puis en fait, on voit ce qu'il en est. Je me suis dit, pourquoi pas Ouais, ça a l'air chouette en fait comme idée parce que tu vois quand même, c'est très différent. Un post, bon, tu le vois, soit tu le vois pas, tu le postes, il y a l'algo, voilà. Alors que le podcast, c'est différent, ça reste. Un podcast, ça reste. Un podcast, ça reste. C'est ça aussi le truc, tu vois. Surtout quand tu fais du technique. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir retrouver des choses
Oui. Surtout que... Comparé à moi, où à la limite, ça va moins rester parce que je vais le publier une fois, je vais le diffuser. C'est une personne que je présente, donc à moins de mettre ton nom, on ne trouvera pas. Par contre, quand tu vas dans du technique, il y a une forme de SEO de podcast. Oui, c'est ça, il y a un SEO de podcast aussi aujourd'hui qui est très fort. Donc typiquement, dans le descriptif de podcast, il faut que tu le décrives bien. Et après, ça a été facilité par... Enfin, en gros, moi, le lancement de mon podcast a été facilité parce que justement, donc la consultante aujourd'hui qui m'accompagne sur la strate de mon podcast, je l'ai connue à ce moment-là. Donc, si tu veux, c'est un hasard qui fait un peu bien les choses. Donc, elle m'a un peu aidée pour savoir comment faire. Et en fait, moi, j'ai fait comme Steve Jobs, parce qu'en fait, j'ai un côté aussi un peu geek. Donc j'ai enregistré de manière un peu, alors est-ce que je peux dire dégueulasse? Je pense oui. Ouais, on s'en fout. Tu vois, dans mon garage avec mon iPhone, le dictaphone. Après j'ai fait un test, j'ai pris une musique libre de droit, tu vois, que j'ai trouvée sur internet. Et en fait j'ai fait un test sur une intro et en fait c'était parti. Tu vois. Donc et quand je réfléchis, je me dis quand même, c'est quand même, en fait ça m'a amusé de le faire parce qu'il y avait un truc un peu technique. Ouais. Et qui est marrant et d'ailleurs c'est très drôle parce que moi je me dis c'est marrant, c'est un truc technique et pour des confrères le truc de la technique c'est la difficulté, tu vois. Mais c'est la montagne, tu vois, c'est la montagne, alors que moi je l'ai pris un peu en fait c'est un jeu, tu vois. Moi je l'ai beaucoup fait, quand je l'ai monté, je fais ça et en outil. Tu utilisais quoi? Audacity? Ouais, Audacity qui est gratuit, très bien. Mais aujourd'hui, parce que évidemment aujourd'hui j'essaye, comme je veux mettre un peu plus de budget, machin. Plus de budget, et en fait je veux en faire le podcast de référence chez T'es entrepreneur avec un E. En fait, le premier réflexe que tu as, si tu te poses des questions sur l'argent, les affaires, le contrat, en fait, tu écoutes mon podcast. Ça, c'est mon objectif 2024 que je veux. Mais en fait, il y a plein de trucs. Du coup, tu investis quoi? Tu investis dans du matériel? Justement, tu me demandais, c'était quoi l'outil? Alors, je pense qu'il y a mieux. Mais dans quoi tu vas investir? C'est surtout dans le temps que tu y consacres? Ou c'est, parce que finalement, moi, pour donner un exemple, ça doit coûter 150 balles. Enfin, le tout doit coûter 300 balles, un truc comme ça. C'est pas un truc de fou. Non. On peut avoir mieux. Moi, j'aimerais bien, d'ailleurs, je vais investir, je pense, bientôt. Un décor, c'est horrible, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'on raconte. Mais t'as un décor avec tes mini-cactus. J'ai mis 3 cactus, c'est la guerre. Cactus, Louis. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Enfin, bref, je vais améliorer ça. Mais voilà, t'investis dans quoi? Enfin, déjà, c'est bien, je trouve, parce que là, tu vas rester sur du son. Tu vas pas te filmer ou quoi que ce soit. Non, alors moi, je suis pas hyper fan du film, même si je sais que c'est un peu le... Enfin, en gros, c'est l'avenir. Bref, parce que tout le monde essaye de se lancer sur YouTube. Tu vois Avis Vuitton partout. Bref, voilà. Non, moi j'aime bien le côté un peu podcast qui est vraiment... parce qu'il se passe un truc quand t'écoutes et que t'as pas l'image. Moi, je trouve qu'en fait, t'es beaucoup plus attentif à ce qui se passe, à ce qu'elle va raconter la personne qui est en train de parler. Qui est très différent de quand tu regardes. C'est un peu... parce que ton cerveau, je sais pas, il est pollué par l'image. Alors que quand tu écoutes, moi, je peux rester très, très... Parce que aussi, j'écoute des podcasts, forcément. Et je suis assez concentrée au final sur ce que peuvent raconter les gens qui sont interviewés ou même la personne qui interviewe. C'est pas pareil. Et l'engagement, je trouve, est quand même plus fort. Souvent, tu t'écoutes, tu dis ah ouais, ce qu'elle raconte ou lui, ce qu'il raconte, c'est quand même hyper pertinent. Et je sais pas, tu vas mieux retenir. Moi, je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça. Et c'est pour ça que je veux pas forcément faire donc de la vidéo. Et aujourd'hui, typiquement, j'ai un monteur qui monte les épisodes. Ok, donc tu as délégué cette partie-là. J'ai quand même délégué parce que en fait, monter, c'est pas. C'est long quand même. C'est long, et puis surtout, en fait, il y a des gens qui font beaucoup mieux que toi. Pardon, mais oui, chacun sa matière et chacun son expertise. Et il y a des gens qui font ça très bien. Moi, je veux plus faire ça. Et j'ai compris comment on faisait sur Audacity, encore une fois, mais je veux plus faire ça. C'est plus à moi de faire ça. ChatGPT m'aide aussi, typiquement, tu vois, pour améliorer le copywriting, je sais pas, d'un titre, quelquefois le script, parce qu'en fait, je scripte. Ok. Je scripte quand même parce que justement, en fait, j'essaie de très bien travailler le copywriting pour que ce soit pas trop aride par rapport aux gens qui vont écouter. Parce que moi, c'est pas les confrères qui m'écoutent. C'est vraiment... les gens, ils veulent de l'info rapide et efficace, quoi. Surtout, tu peux pas ta position... Parce que c'est notre problème, tu sais, du syndrome de l'expert.
Tu crois qu'il faut te montrer en étant très très expert, mais c'est pas c'est pas ce que veut le prospect. Le prospect, il veut comprendre ce que tu racontes. Si la manière dont elle s'exprime, c'est ok pour toi, c'est-à-dire qu'a priori, si elle vient te voir en consultation, elle va tout comprendre. Donc ça, oui, le copywriting me prend un peu de temps. Aujourd'hui, il me prend moins de temps parce que je m'aide aussi de ChatGPT. Et puis tu as ChatGPT. Ouais. Comme ça, c'est normal. Et puis, ça va te faire gagner un temps fou. Après, du coup, t'écris, le monteur s'occupe de la diffusion, etc. ou pas du tout? Non, il te résume pas ton épisode, etc. Ça, c'est toi qui fais. Non, tu lui ça donnes pour juste le les moment, fichiers c'est audio. moi qui me le fais, mais en fait, je compte bien le déléguer incessamment sous peu parce que, en gros, tu vois, aujourd'hui, tu as des nouveaux métiers type podcast manager. En fait, ils sont très bons, ils te montent l'épisode, derrière ils te font le descriptif. Si tu trouves en plus quelqu'un qui est bon en SEO, donc là c'est le top, qui te fait derrière le résumé de l'épisode via un carrousel, qui te prépare des posts en plus que tu peux poster sur LinkedIn, en fait c'est bon. C'est bon, parce que oui, alors ça c'est important de le dire, en fait ce qui est long c'est la post-prod. En termes de travail, c'est 20% la création de l'épisode, 80% en fait de post-prod. C'est quoi la post-prod? C'est faire la pub de ton épisode. Mais c'est le plus important parce que sinon tu fais tout ça pour rien. Donc il faut le soigner. C'est un peu ça. C'est en gros, c'est cool, je l'ai enregistré, il est chez moi, je l'ai posté. Et si tu attends comme ça à rien faire, que les gens soient au courant de la sortie de ton podcast, non, ça marche pas comme ça. Il faut attendre longtemps, je crois. Et du coup, tes réseaux sociaux aussi, tu as quelqu'un qui s'occupe de faire tes carousels, etc. Tu lui donnes l'info ou pas du tout? Ça, c'est toi encore? Non, ça, c'est moi encore parce que... pourquoi? Parce que déjà, je trouve que c'est dur pour nous, avocats, de trouver des bons, community managers. Faut pas dire de conneries quand on est avocat. Et du coup, puisque c'est technique... Ouais, voilà, exactement. On a un sujet aujourd'hui si vous êtes community manager, en fait formez-vous au droit. Ou d'ailleurs, je vois quelques juristes avec des profils intéressants sur LinkedIn, justement. De plus en plus. Exactement. Tu sais, tu as des anciens juristes que je trouve c'est assez cool. Tu vois, typiquement, tu as des gens qui vont t'aider à écrire des blogs, c'est des anciens juristes. Des rédacteurs web, donc des anciens juristes, des CM aussi, des anciens juristes. Et ça, c'est pas mal parce que c'est une vraie plus-value. Mais c'est clair. Et moi, alors pourquoi je le fais pas? Parce que, en fait, aujourd'hui, alors comment je fais moi, pour ma création de contenu, pour que ça te prenne moins de temps, en fait, moi, je fais du batching. Donc, moi, le lundi matin, en fait, en général, le lundi, c'est très calme parce que les gens se remettent de leur week-end. Ils aiment pas passer les calls, les machins. Et donc, moi, le lundi matin, c'est dédié à la création de contenu. Donc, je fais toutes mes... Je prends un temps. Voilà, je prends un temps. Donc, mais c'est normal, parce qu'en fait, c'est du développement commercial, en fait, au final. Et ouais, ça, je le fais encore. Mais c'est vrai qu'après, je reste quand même aussi un peu... quand même attentive à ce que peuvent proposer les uns et les autres. Mais tu vois, à date, je trouve que je n'ai pas identifié typiquement un CM qui serait bien en termes de, tu vas te créer des carousels. Tu vois, c'est pas aussi facile que ça, je trouve, sur les métiers un peu comme ça. Nous, on peut le faire pour des cabs, par exemple, mais c'est vrai qu'on a tous, Valentin a un master, a failli être avocat, moi j'étais juriste, et en plus de ça, on rend les choses très claires. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne en face, elle veut nous dire, nous, on veut faire des trucs super techniques, machin, en fait, on n'est pas la bonne personne. On n'est pas avocat. Et donc, il y a une acceptation aussi en face de dire, nous, on est capable, on accepte que ce qu'on va produire, nous, ce soit quelque chose de relativement simple. Et il va quand même falloir nous donner des notions, parce que on ne va pas tout inventer, et ce sera un deuxième travail à côté. Mais il y en a qui le font. Je n'ai pas trop de retours. Après, il y a des outils comme Supernovia ou ce genre de choses, je ne sais pas si tu as utilisé, de Pierre Colliot, mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de... vous avez 7 ans d'études, quoi. Il faut pas oublier, quoi. Mais c'est aussi la problématique. Donc, en gros, moi, je me reconvertis. En fait, je pourrais travailler comme pour les avocats, parce que... ou faire du copywriting, parce que mon copywriting est bon, tu vois. C'est vrai. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a aussi ce sujet de se dire à un moment, après, moi, je l'ai acquis parce que, tu vois, c'est la double casquette, market, / avocat, / juriste. Individuel qui prend son côté chef d'entreprise voilà. en main, quoi. Exactement. Donc, non, c'est pas facile, ça, c'est sûr. Bon, du coup,
t'organises tes lundis pour être tranquille et pouvoir développer tes réseaux sociaux. T'as ton podcast que t'enregistres pareil, même jour. Non, alors ça, j'aime bien faire un peu pareil. Moi, je suis assez fan, tu sais, de la technique de productivité, de batching. Je me dis, bon, ok, de manière assez régulière, en fait, je me dédie une journée. En fait, c'est que l'écriture d'un script. Un ou deux scripts, voire 3, tu vois. Et en fait, après, je fais pareil. Une fois que j'ai 3-4 scripts, ce que je fais, c'est que je m'enregistre les 4 d'un coup, les 3-4 d'un coup. Comme ça, t'en as d'avance. T'es pas... parce que t'es plus... Mais l'idée, c'est globalement, ça te prend combien de temps tout ça dans ta semaine? Tu as conscience un peu du nombre d'heures que tu passes en développement? Alors en développement, ouais, si. En développement... Ouais, c'est facile. Une journée, tu vois. Ouais, quand même. Mais c'est bien. Parce que... C'est s'il faut pour moi. Non, mais de toute façon, tu peux pas faire autrement. Enfin, si tu veux... C'est même je pense, pour ceux qui commencent, c'est pas grand-chose. Tu vois, si tu commences à développer et que tu as besoin de lancer un premier élan, en fait, il faut y passer beaucoup de temps. Ouais. Et puis, en fait, dès lors que tu commences à avoir tes premiers clients, au début, c'est facile à dire. Ah, j'ai une cam qui s'est éteinte. Ça va, c'est la mienne. Et je garde la tienne, c'est pas grave. Mais quand tu es solo, il faut assumer au début de dire je passe 2 jours, 3 jours peut-être. Je me rends pas compte, mais à mon avis, tant que tu n'as pas de client, de toute façon, tu développes. Bien sûr, tant que tu n'as pas de client. Il y en a qui attendent, donc c'est pour ça le problème. Il y en a qui attendent. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je sais pas, c'est une vraie question. Moi, ça me fait flipper que les gens attendent, en fait. Tu vois. Il y en a qui lancent leur Google My Business et puis ils attendent les copains, les confrères, ils sont dans une semi-collab. Enfin, tu vois, je me demande où. Enfin, il y a un moment, il faut passer à l'action, tester des choses. Et c'est là où je parle tout le temps de marketing. Et c'est là où on récupère des idées ici. C'est de dire, OK, qu'est-ce que je vais mettre en place, quoi. Ouais, alors après, moi, je suis... Parce que tu vois, quand je me suis installée aussi, j'avais pas forcément des clients. Donc en fait, de se dire, t'attends à rien faire, c'est en fait quand même assez stressant. Enfin, tu vois, c'est secouer le cocotier, pardon, mais c'est pas... Et du coup, moi, l'idée que comment je voulais conclure un peu le truc, c'est comme... Quel conseil tu donnes un peu à une jeune avocate? On va rester sur le féminin, mais non, tu peux être jeune avocat, tu vois, pour développer sa clientèle, pour commencer. Est-ce que tu le pousses à le faire pendant sa collaboration, s'il est en collaboration? Est-ce que tu le dis, vas-y, fais-le, lance-toi individuel? Enfin, quelle est un peu ta théorie là-dessus, quoi? Alors, moi, je suis pour que parce que c'est aussi la vision que tu as de la question de la collaboration. Normalement, ce qui se passe, c'est que si tu regardes bien, mis à part si c'est un contrat, donc dans ton contrat de collab, normalement, tu es un indépendant et ton premier client, c'est ton cabinet. Moi, je suis plutôt pour quand même de se dire, bon, elle peut se lancer, mais évidemment, il faut un peu en parler quand même à son collaborant. Tu vois, parce qu'il y a la réalité aussi de se dire, bon, je vais essayer d'être archi exposée quand même sur LinkedIn. Après, c'est pas déconnant de le faire. Pourquoi? Parce que si tu arrives à récupérer de la clientèle, pourquoi pas, tu vois, grâce à ce canal d'acquisition, ça fait du chiffre et derrière t'associer. Ouais, c'est clair. Parce que pardon, mais en fait, je trouve que encore, alors moi, j'essaie quand même un peu de me tenir au courant des pratiques. Je trouve encore que techniquement, tu vois, les soft skills type, je sais pas moi, bien maîtriser le digital, savoir monter un podcast, comment ça marche. En fait, tout ça, c'est trop peu pris en compte. Je suis d'accord. Tu vois, en fait, c'est pas que le chiffre d'affaires que tu amènes. Est-ce que la personne elle est débrouillard sur ces aspects-là? Voilà, je trouve ça parce important. que surtout que les choses changent hyper vite. Toi qui fais du market, tu sais. En fait, il faut un moment à un autre pour rester à la page, parce que faut pas oublier, moi je fais mes clients c'est des entrepreneurs, donc j'ai déjà des clients, mais après tu as des nouveaux clients qui eux vont être plus jeunes, donc eux ont des outils un peu différents, donc ils vont utiliser TikTok, écouter des podcasts, toi si t'es pas là, comment tu fais? Donc moi je suis un peu tu vois, en fait pareil, en fait, voilà, je sais pas, tes auditeurs ou tes auditeurs pour les podcasts ou les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, en fait, ils vont vieillir. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, ok, il y a un déplacement. Est-ce que c'était ridicule de se mettre sur Insta? Non, c'est pas ridicule parce qu'après, aujourd'hui, tu as TikTok. Donc là, c'est des encore plus jeunes, mais eux aussi vont vieillir. Et après, ça va être obsolète. Ça va être encore un autre réseau. Enfin, tu vois, c'est un peu clair. Comme ça.
Et si tu restes pas un peu, on va dire, à la page sur ce que... À jour. Bah ouais, enfin moi je considère, c'est pas... Est-ce que il faut le faire ? Oui, il faut le faire, mais quand t'es collab, encore une fois, c'est la problématique du temps. Bah, moi, ma théorie là-dessus, c'est vous avez peut-être pas de temps, mais vous avez la sécurité dans un sens. Alors, vous n'êtes pas aussi on n'est pas autant en sécurité qu'un salarié, mais si l'association, si l'associé le permet, c'est le moment de tester des trucs, justement. Un positionnement un peu niché, quelque chose même qui peut être un peu en raccord avec le cabinet pour une association future. Et c'est le moment, justement, où même si vous êtes débordé, justement, vous pouvez être hyper chiant sur la clientèle que vous décidez d'avoir. Et donc, autant aller chercher une clientèle un peu soit haut de gamme, soit hyper nichée sur un sujet. Enfin, c'est le moment un peu où on peut s'essayer à des choses. Oui. Et je trouve que c'est là où c'est intéressant, la collaboration. Bah non, parce que le jour où tu es individuel, t'es stressé, quoi. Et du coup, tu prends un peu tout ce qui tombe. Et c'est là, on peut tomber dans un espèce de piège où tu as des clients qui te payent mal, mais tu passes tellement de temps à t'occuper d'eux qu'en fait, tu n'avances pas. Et en fait, tous les ans, et puis moi, je les appelle, je leur dis, alors, vous voulez un site internet ? Bah non, parce que là, j'ai pas assez de fonds, mais bientôt, je pourrais. Mais en fait, dans un an, ce sera pareil. Dans 2 ans, dans 10 ans, ce sera pareil. Donc, il y a un moment où il faut savoir prendre des risques et ce genre de choses. Et la collaboration, je trouve qu'elle est adaptée là-dessus. Bah, c'est normal, tu as encore tous les mois, tu as ta rétro qui tombe. Hein, donc, ouais, c'est pas... Enfin, moi, je trouve que oui, il faut tester des choses. Puis en fait, c'est un espèce de tremplin quand même intéressant, je trouve, tu vois, pour essayer de faire des choses et pas te retrouver un peu... Après, je dis pas, hein. Alors, après, c'est 2 choses, hein, parce que moi, quelquefois, je le vois aussi, quand t'es collab, t'es un peu trop assis sur ta sécurité, justement, financière. Bah, c'est confortable. Voilà, c'est aussi le problème, sauf que comment ça fonctionne aujourd'hui, la collab en France, c'est que c'est pas quelque chose de pérenne. Non, c'est clair. Donc on est d'accord. Mais c'est là où il faut être en accord avec l'associé. Parce que si tu commences à poster des trucs sur LinkedIn et que le mec il te dit attends, là toi tu vas dégager. Non, mais c'est pour ça, en fait, bien sûr qu'il faut avoir des discussions parce que je sais pas, typiquement. Si tu as un associé par exemple hyper old school et il y croit pas du tout, qu'est-ce que tu vas faire voilà, et puis surtout si tu es associé et que tu as un nom de cabinet, t'es pas forcément associé, mais t'es collaborateur dans un cabinet qui est de manière institutionnelle, tu ne trouvais jamais tes clients de cette façon. Bon, il y a un espèce de décalage. C'est clair. Mais après, de pas croire au digital aujourd'hui en 2024. Bon, il se pousse de plus en plus quand même. Ouais. Ok. On a quand même de plus en plus nous d'appels de gros cabinets qui veulent s'intéresser à des méthodes de ce type-là, quoi. Mais je pense que parce que ça commence à trembler surtout sur certaines structures, donc c'est normal. Trembler. Dans le sens où il y a besoin de faire de l'acquisition client plus que peut-être il y a quelques temps. Mais c'est normal. Les temps, ils sont un peu durs, donc après, c'est pour tout le monde. C'est aussi le contexte, tu vois. Ouais. Bon, merci Estelle. Est-ce que tu as un dernier mot ? Ou c'est quoi pour cette année ? Non, si, j'ai un dernier mot. En fait, un peu ce qu'on se disait en off. En fait, j'aimerais bien, si vous vous lancez, typiquement sur le podcast ou les réseaux sociaux, en fait, à mon sens, faut être persévérant, c'est juste ça, et pas se dire, je fais 2 épisodes derrière. Oui, parce que je peux donner une stat aussi. Ouais, je crois qu'on a la même. Tu vois, c'est 7 épisodes et après, tu te... Ça s'arrête souvent là, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un cimetière de podcasts, en fait, vous pouvez pas imaginer en termes de... voilà, beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'énergie, justement, dépensée, mais voilà, moi, je trouve que quand même, tu vois, moi, sur mon podcast, j'ai combien aujourd'hui ? Je dois être à pratiquement 30, tu vois. Donc, et c'est pas mal, en fait, en termes... c'est clair. Tu as déjà dépassé 90%. Ouais, j'ai déjà exactement. 90% des podcasts dans le monde. Et en fait, c'est vraiment la persévérance qui fait que, pour le coup, il y a quelque chose d'exponentiel sur les réseaux sociaux ou bien carrément... encore plus sur le podcast. Il y a un effet boule de neige et derrière, tu as ton propre podcast et tu vas être aussi derrière... invité dans d'autres podcasts qui va te permettre en fait un rayonnement, parce que faut le voir comme ça, les podcasteurs en fait c'est une famille, tu vois, et tu vas te retrouver, je sais pas pourquoi, être invité dans tel ou tel podcast parce que c'est hyper intéressant ce que tu fais, tu vois, donc voilà, c'est un bon moyen de réseauter. Et puis moi je trouve que c'est un bon moyen aussi quand vous êtes surtout quand on est jeune, vous lancez sur une niche, en fait d'aller inviter des personnes d'un secteur. En fait, il va vous faire rencontrer lui, puis après lui, puis en fait, au bout d'un moment, tout le monde va vous capter. Et en termes de notoriété,
très très rapide. Et alors, il faut le voir dans des semaines, mais au bout de effectivement une trentaine d'épisodes, si tu invites des gens en plus, c'est un excellent moyen d'acquisition. Moi, je parle toute seule. Hein, donc ouais, je sais. Ouais, donc en fait, ça veut dire que les gens sont ultra Mm, engagés. mm, mm, mm. Tu vois, Ouais, bien sûr. C'est pas Et anodin. c'est sympa en plus de l'aspect solo, où déjà tu as besoin de personnes. Moi, il faut que j'aille trouver des personnes pour venir ici. Ouais. Là, toi, tu prends ton micro, tu peux enchaîner tes épisodes. Et il y a aussi un côté productif. Mais tu voudrais pas lancer justement pour finir un truc à plusieurs? Bah si, en fait, moi j'aimerais bien pour 2024 faire du one-to-one, parce qu'en fait, il y a des... En fait, c'est, des en entrepreneuses, etc. Quoi. Pas forcément. Ok. Plutôt, en fait, des métiers qui peuvent aider ces femmes. Ok. Et pour le coup, en fait, un podcast, il faut aussi travailler sa ligne éditoriale. Donc moi, c'est aussi en fonction justement de ce qui a pu, enfin moi, des retours que j'ai en tous les cas et de ce qui pourrait être bien en fait pour mes clientes, voilà, et mes prospects, en discutant avec elles, parce qu'en fait, vraiment, moi, c'est très facile. Enfin, moi, je trouve que c'est facile, c'est que je garde mes oreilles ouvertes. Et je regarde vraiment ce dont a besoin en fait ma cible principale. Et là, en l'occurrence, c'est d'avoir des personnes qui leur donnent des tips. Ouais, tout à fait. Tu vois, par exemple, fixer ses honoraires quand tu es indépendant, tu vois, ou bien gérer ses finances perso, parce qu'il y a un aspect aussi. Et du coup, trouver des gens qui le font bien pour... Voilà, c'est exactement ce que je fais. Oui, tu vois, en fait, mais c'est pour créer aussi un espèce d'écosystème un peu intéressant. Ouais, quand tu écoutes ton podcast, les gens, ils trouvent des informations qui pourraient clairement les aider. Donc, voilà. Eh ben génial, merci Estelle. Désolé pour ceux que... Alors j'ai une caméra, la mienne qui a coupé, mais le but c'est d'avoir toi, donc je me suis dit vas-y on continue, tant pis. Et puis allez écouter son podcast, c'est génial. S'il y a des... Alors là il y aura plus des avocats, je pense, qui t'entendront, mais il y aura peut-être quelques entrepreneurs, parce qu'on a pas mal d'entrepreneurs qui sont passés. Et puis si vous voulez vous lancer, je pense que voilà, il y a de la place. Et puis surtout diffusez bien, gardez le rythme. Et c'est dur, mais c'est au début, c'est toujours un petit peu triste quand on voit ces 10 vues et ces machins, mais au bout d'un moment, en fait, ça se développe. Merci Estelle. De rien, merci.